Salut, c'est Kamal Osman et vous regardez Click and Chill. Comment ça va, Kamal? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Ça va. La sortie du bouquin, cool. Très très cool. Très très cool. Je suis hyper content des retours, du nombre de médias que je fais et des messages que je reçois en DM. On te reçoit aujourd'hui donc pour le livre Time Bomb, qui est ton autobiographie dans laquelle tu évoques au passage l'émergence du crew de rap français Time Bomb. Ouais. On t'a déjà reçu chez Click, dans l'émission quotidienne avec Mouloud Achour. Pour éviter les redites, je vais inviter tout le monde à aller voir cette émission sur MyCanal ou sur YouTube. C'est l'émission du 14 novembre avec Soprano. Ouais. Dedans, tu reviens sur ton parcours de vie qui est très difficile. En tout cas, le début. Ouais. Ouais, il y a des passages aussi un peu plus sombres. C'est vrai, tout du long en fait. Il y a des moments difficiles. Au milieu, il y a l'émergence du crew Time Bomb. Vous a raconté aussi le showcase de la Fnac des Ternes, le fait que tu aies dû te livrer à des activités illicites pendant tes études. Ah, ouais. Et surtout, j'incite les gens à aller voir cette émission parce que c'est probablement la seule émission de télé qui a diffusé le crime P à 1 heure de grande écoute. Donc rien que pour ça vaut le coup. C'est clair, c'était assez osé. On commence par quel clip, Kamal? Je crois que tu voulais voir Ain't No Jigga. Yeah, de Jay-Z. Ouais, de Jay-Z, ouais. Je sais pourquoi tu veux le voir. Pourquoi je veux le voir? Parce que quand la première fois que tu as réussi à aller à New York, Ouais. tu t'es baladé dans les rues de New York, Ouais. et partout les voitures jouaient ce morceau-là. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Ouais, bah, ça, c'est sûr que tu as lu le livre, ouais, si tu sais ça. Parce que c'est une anecdote que je raconte dans le bouquin. Mais pas uniquement pour cette raison. Alors, on regarde le clip avant, ou je te donne la seconde raison maintenant? Bah, j'ai envie de te faire chier. On va pas regarder ce clip-là, on va regarder un autre clip de Jay-Z. Ah, t'es sérieux? Ouais. Allons-y. On va regarder Dead Presidents de Jay-Z. Mais c'est tout aussi bien. And now it's kosher shit is so acidic. I blow a digit on the diamond in a minute, but no bitches. Watch how I'm walking, cause even the thoroughest niggas be knocking, trying to strike a bargain, hoping that they might get pardoned. Shit, I'm involved, we got me pins and needles. And my cerebral beats the wicked is evil. Thoughts that the sport to feed you. P-facts, in the game so deep, things can catch ya. Freeze off my kneecap, can y'all believe that? Got the city drinking Chris Styles, we up the feet. Rappers going broke, trying to keep up with me. Je sais que c'est ton émission, je sais que tu voulais mettre Ain't No Jigga. Ouais. J'utilise le nom clean, le nom de la version clean. Mais c'est un plaisir très personnel pour moi de mettre Dead Presidents, parce que ça fait partie de Time Bomb. Et vous avez fait des freestyles anthologiques sur Génération 88.2 dans l'émission Original Bomb Attack, notamment sur l'instrumental de ce morceau. Et je sais que tu voulais parler de Reasonable Doubt. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque d'entendre ce morceau là, ici, aujourd'hui? Moi, ça me touche vraiment beaucoup d'entendre ce titre parce que la première fois que je l'entends, je suis à New York. J'ai 15 ans et on assiste à l'émergence d'un nouvel artiste qui est Jay-Z, qui aujourd'hui est complètement en ponte. Enfin, c'est Jay-Z, quoi. Mais ouais, ça me rappelle surtout des souvenirs, en fait. Ça me rappelle surtout des souvenirs de ces vacances et surtout l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'avais 15 ans. Et cet état d'esprit, c'était l'envie de faire notre petit trou à Paris, en France. Et donc l'entendre ici, sur le plateau de Click, en train d'expliquer ce que j'ai ressenti quand j'avais 15 ans, pour moi, c'est comme une boucle qui est bouclée, parce que je crois que c'est précisément ça dont je rêvais, c'était de pouvoir parler de cette culture. Et je suis en train de le faire maintenant, donc ça me touche tellement. Ça me touche vraiment beaucoup. On est très heureux de te recevoir. Merci. Pour prendre conscience d'à quel point ça peut avoir de l'importance pour toi, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu es né à Paris, tu as grandi en région parisienne, Ouais. dans un environnement très difficile. Ta mère, elle vous a très jeune, toi et ton frère Kassim. Ouais, 19-20 ans. Ouais. Elle vous élève toute seule. Ouais. Et toi, tu découvres le hip-hop à 13-14 ans et ça change ta vie complètement. Ouais. Ça change complètement ma vie, ouais. Ça change complètement ma vie, mais après, je crois que pour comprendre ce que ça change, il faut peut-être comprendre la vie que j'avais. Et donc je raconte dans le livre, évidemment, mais pour ceux qui ne sont pas encore procurés, qui ne l'ont pas encore lu, ce que je décris, c'est une enfance assez chaotique parce que ma mère nous élève seule et qu'elle n'a pas beaucoup les moyens. Elle est arrivée peu de temps avant d'Afrique. Elle parle quasiment pas français. Elle parle quasiment pas français, donc elle est obligée de se séparer de nous et donc on va en famille d'accueil. Et donc elle fait tout pour nous récupérer.
Quand j'arrive en primaire, je sens bien que ma vie elle est différente de celle de mes camarades, qu'on a moins les moyens. Donc c'est un peu des premières impressions sur Terre qui sont un peu violentes parce que je me pose tout de suite beaucoup de questions. Et je crois que c'est ce qu'il faut surtout épargner à des enfants, quoi. C'est le fait qu'ils se posent beaucoup de questions, qu'ils ne se sentent pas à leur place. Je crois que c'est ce que tout parent essaie d'éviter. Et ma mère, avec toute la force qu'elle a pu avoir, elle a pu l'éviter parce que sa situation était assez précaire. Mais elle a su se relever et aujourd'hui tout va très bien. Mais c'est vraiment dans ces conditions-là que j'entends mes premières rimes, les premières instrus, j'entends le hip-hop qui vient parler d'une population qui nous ressemble énormément. Et tout de suite, je rentre complètement en phase avec ça. Je rentre complètement en phase avec ça parce que je me sens moins seul. Je me sens moins seul et je m'engouffre dans ce milieu-là. Je m'engouffre au point de vouloir, d'avoir envie d'être rappeur. Tu racontes que justement, toi, tu as grandi dans ton école primaire, il y avait très peu de Noirs. Ouais. Il y avait un niveau de vie qui était plutôt élevé et qu'en fait, tu te sentais vraiment à part. Ouais. Et que c'est le jour où tu entends les premiers disques de NTM que tu dis, c'est des jeunes qui ressentent la même chose que moi, qui vivent la même chose que moi. Exactement. Et ça te parle énormément. Ouais. Pourquoi tu voulais revoir Eno Giga? C'était quoi la deuxième raison? Alors, ça n'a rien à voir avec l'aspect social et tout le sujet dont on vient de parler. C'est parce que dans le rap, au moment où Jay-Z arrive, il se passe quelque chose, selon moi, dans la culture hip-hop. C'est que souvent, avant l'arrivée de Jay-Z, les rappeurs avaient, moi, ce que j'ai tendance à dire, une espèce de caméra à la main, et ils venaient décrire ce qui se passait dans le quartier. Quand Nas fait dans Illmatic le morceau où il écrit à son ami ou cousin, je ne sais plus, qui est en prison, on sent qu'il montre qu'il est spectateur puisqu'il est à la fenêtre, tu sais. Donc les artistes avaient un statut particulier dans les quartiers, c'était finalement ceux qui venaient décrire ce qui se passait. Avec l'arrivée de Jay-Z et probablement d'autres artistes, hein, en tout cas c'est celui que j'identifie le premier, le rap, d'un coup, change d'acteur. On a des gens qui sont les dealers, qui sont l'activité illicite dans le quartier, qui sont les voyous, qui se mettent à prendre le micro. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a un peu plus le côté bling-bling, le côté... on parle de dope carrément au micro. Et je crois que ça change un peu la face du rap parce que... en France aussi, je crois qu'on peut aussi... On a eu plus ou moins ce carrefour entre, par exemple, des IAM qui viennent dire petit frère et un Kobalade qui disent que c'est bon la vie d'artiste comparé à la dope que je pouvais vendre avant. Et je voulais parler de ça parce que souvent on me dit « Qu'est-ce que tu penses du rap aujourd'hui ?» On a l'impression qu'il revendique moins. Je crois que maintenant, on a surtout affaire à des personnes qui veulent décrire leur réalité plutôt que celle des autres, plutôt que de décrire la vie d'un quartier. Je crois qu'on a des personnes qui veulent juste simplement dire « Voilà, c'est la merde. » Bon, les autres le disaient aussi, mais avant, on vendait comme PNL et tout, etc. Et maintenant, on est artiste. Et du coup, eux deviennent le problème politique, les dealers. Ou les dealers ou autres, hein, je veux dire. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt des personnes qui racontaient que dans le quartier, ça dealait. Mm-hmm. Voilà ce que je veux dire. Je trouvais ça important de le dire parce que souvent on me demande en fait quelle est la différence entre hier et aujourd'hui. Je crois qu'elle en fait partie, cette différence. Je reviens sur Dead Presidents. Quand tu entends cet instru, ça t'évoque quoi? Moi, ça m'évoque l'âge d'or. Ça m'évoque l'âge d'or. À l'époque, l'âge d'or du rap? L'âge d'or, ouais, du rap. Aux États-Unis, à cette époque-là, c'était la performance qui primait quand même. Tu vois, il fallait montrer que tu savais rapper. Et Jay-Z fait une performance incroyable dans Dead President. Et ce qui lui a valu sa réputation avec tous les singles qu'il a cités dans cet album. Et puis je crois en plus qu'après, il met un peu d'eau dans son flow parce que je ne crois pas qu'il atteint les ventes qu'il pensait atteindre. Et il vend beaucoup de disques avec un single qui arrive bien après, qui est Or Not Life, qui est beaucoup plus commercial, où il rappe un peu plus doucement, etc. Et donc je fais aussi la différence entre les types de rap. Et ça, Dead President me rappelle vraiment la performance. Je t'ai entendu dire dans une interview sur une plateforme de streaming que tu avais été très marqué aussi
par la pochette du disque, dans lequel on voit Jay-Z en costume, avec un chapeau. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de mettre un chapeau aujourd'hui? Non, c'est pas ça qui m'a donné envie de mettre un chapeau aujourd'hui. Mais lui, je crois qu'il porte ce chapeau parce que le titre de cet album, c'est Reasonable Doubt. Le doute raisonnable, qui est... le doute raisonnable. Donc, je crois que ça rentre dans son concept de ne pas trop savoir à quel moment c'est la réalité, à quel moment c'est faux. Donc, il se cache un peu pour dire « vous ne me connaissez pas encore vraiment ». Quoi. Non, moi, le chapeau, c'est juste que je trouve ça sympa, en fait. Tu as parlé de l'arrivée des dealers dans la musique. Ouais, Le prochain clip que tu voulais voir, c'était un clip de Pusha T, ouais. Exodus. On ne peut pas le diffuser en télé pour les raisons de contrainte du CSA. Ouais. Bon, on va inciter tout le monde à aller le voir. Exodus 23-1 de Pusha T. Ouais. Pourquoi ce clip-là? Parce que ça rejoint un peu ce que je disais à propos de Jay-Z. Je crois que des mecs comme Pusha sont clairement la suite de cette histoire du hip-hop où des mecs qui sont vraiment actifs dans le quartier se mettent à prendre le micro. Et dans ce titre, on voit du crack, on voit des quartiers ravagés. Et c'est maintenant des choses qui me rendent très triste. Mais alors, je suis content quand même que ce soit montré. Parce que c'est aussi ça le hip-hop, c'est de venir montrer des injustices, venir de montrer ce qui ne va pas dans une population. Mais C'est ce qu'ils disaient beaucoup aussi à l'époque. Je crois que c'est Public Enemy qui avait dit ça, qui disait que le rap, c'était le CNN du ghetto. ouais, c'est ça. C'était les reporters qui montraient ce que les Exactement. reporters au télé ne pouvaient pas montrer. Exactement. Après, à la différence d'un Pusha T qui, lui, il s'appelle Pusha T. Push dans le jargon américain, ça veut dire vendre, quoi. Ouais. Donc là, on a vraiment affaire à des mecs qui sont profondément ancrés par cette misère et qui viennent rapper. Et donc, je sais pas, je trouvais ça intéressant de savoir comment maintenant, qui parlait maintenant. Qui parlait. Et ouais, c'est un constat assez amer, assez triste, et étrangement, moi, qui me touche beaucoup, parce que je connais dans le 19e, où il y avait beaucoup de drogue qui était vendue, moi-même j'en ai vendu. Donc tout ça m'attriste beaucoup, en fait. Ça m'attriste beaucoup. Tu as parlé du 19e, je te propose qu'on regarde un clip de Ghetto Diplomate qui s'appelle Famille Haussmann. Ok. Bienvenue sur Paris pour tous ces business, la corruption. Tous les quartiers rouges comme Barbès, jamais en baisse. Chez nous y a pas de spéculation, mes sources d'intérêt. Mes affaires génèrent trop de gens et trop de pression. Une sale histoire de trahison. Je suis dans ce milieu sans foi ni loi et sans raison. Depuis la fin de la célèbre French Connection, mon business est nouveau moteur de la paix. Après le trafic de drogue et la prostitution. Haussmann, la famille Haussmann, Weshman. Gilet pare-balles sous le costard, homme de terre, un businessman. Incontournable, je dirais même plus assimilable. Tu as grandi avec le groupe Time Bomb. Après Time Bomb, tu as continué avec ton frère Kassim et un autre rappeur. Vous avez formé le groupe Ghetto Diplomate. Ouais. Et c'est un extrait de vos projets qu'on vient de regarder. C'est ça. T'as plus du tout envie de rapper aujourd'hui? Plus du tout. J'ai un peu réfléchi quand même. Non, j'ai plus du tout envie de rapper parce que j'écris des bouquins. C'est finalement... ouais, s'exprimer, c'est un peu la même chose. Et je trouve même que écrire, ça laisse plus de liberté. On sent que ça te titille quand même, parce que dans ton bouquin, il y a quand même des petites punchlines, il y a beaucoup d'images, beaucoup de comparaisons. Et on se dit, est-ce que ça le titille de remettre ça en rime, quoi? Non. Je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui de venir apporter justement l'univers un peu rapologique, la manière de parler, le punchline, ça, dans la littérature. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment là où je prends mon plaisir, où je prends du plaisir. Question de nerd, dans ce clip, vous avez des vestes éco, Ouais, avec un logo 40 Acres and a Mule, ouais, qui est la société de production de Spike Lee. c'est ça. Je sais que cette formule que je viens de prononcer, 40 Acres and a Mule, elle a une signification particulière pour toi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est et en quoi ça t'a marqué? Voilà, c'est une expression que Spike Lee, donc c'est le nom de la production de Spike Lee, de sa boîte de prod. Et en fait, c'était ce qu'on promettait aux esclaves africains quand on les déportait vers les US. 40 Ouais, 40 hectares et une mule. Une mule. Alors arrivé dans la soi-disant terre promise. Exactement. Mais bon, comme voilà, on connaît tous l'histoire, c'est pas du tout ce qui les attendait. Et c'est une histoire particulière pour moi parce que en fait c'est le titre de l'album de la famille Haussmann. Mais on l'a un peu modifié, on a appelé ça 40 grammes et une mule. Parce que l'univers de la famille Haussmann tourne quand même pas mal autour de la drogue. Donc voilà, c'est 40 grammes. On l'avait compris depuis le début de l'interview. Parfait. Parfait. Pendant tes études, notre passé. pendant tes études, tu racontes justement
que tu vends de la drogue, mais tu le fais sans glorifier. Tu racontes ça, t'es limite un livreur Deliveroo de la drogue. Tu fais ça vraiment, tu le décris de façon très méthodique. Tu fais ça très discrètement, à l'insu un peu de tes proches, tes camarades de fac et tout. Et par contre, quand vous sortez le disque de Ghetto Diplomate, tu fais écouter à des gens qui sont impliqués dans des business illégaux, et ils disent, vous êtes complètement ouf de raconter tout ça. Ouais, bah c'est se tirer une balle dans le pied. Ouais. Bah, tu vends de la drogue et puis tu rappes que tu vends de la drogue. Ah bah, si les flics ont des soupçons, ils écoutent ton disque, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute raisonnable. Ouais, voilà, là on n'est plus du tout dans le doute raisonnable de Jay-Z. Ouais, c'est pour ça qu'on nous a conseillé d'arrêter. Enfin, qu'on m'a conseillé d'arrêter, parce que j'étais le seul dans le groupe à en vendre. Et ouais, bah après, tu me disais que c'était fait un peu discrètement, que j'en parlais pas trop à la fac, etc. Mais c'est parce que c'est pas drôle, en fait, d'être obligé de faire ça. Alors, obligé, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, de le vivre, c'est pas quelque chose qu'on veut mettre en avant. On veut le cacher. Moi, j'étais boursier, ma mère, elle a jamais eu de fric. Qui vit avec 400 € par mois, quoi? Tu vois? Qui vit bien avec 400 €? Il y en a beaucoup de gens qui ont 400 € par mois. Mais qui peut vivre confortablement? C'est très difficile. Donc c'est vrai que j'étais qu'étudiant, mais comme je l'explique dans le bouquin, il y a des espèces d'énergie, de souffrance du passé qui sont très dures à exorciser. Quand tu nais avec rien, tu nais avec une espèce de frustration qui te dit que tu n'auras jamais. Et ça, c'est insupportable. Personne ne veut rien avoir. Personne. Donc tu te donnes tous les moyens qu'il faut pour avoir. C'est tout, hein. Et puis tout simplement, en fait, tout simplement. Comme tout le monde, les gens qui naissent avec rien veulent. Et c'est pas un sort, tu vois, de départ qui va déterminer leur avenir. Dans le bouquin, tu dis que tu manques de beaucoup de choses. Tu dis qu'au début, tu manques d'amour. Les gens de quartier manquent d'estime aussi. Tu dis que c'est important pour eux parce que tu as travaillé dans des associations d'aide aux jeunes en difficulté. Ouais. Tu disais que le premier truc pour eux, c'était leur témoigner du respect et de l'estime, et que c'est une des premières choses qui les aident. Ouais. Dans le bouquin, tu parles aussi beaucoup de tes relations intenses et conflictuelles avec la gente féminine. Au final, qu'est-ce qui t'a sauvé? Le rap, l'amour, les meufs, Non, le c'est travail? clairement le rap. C'est clairement le rap. Clairement le rap. Parce que je crois que le rap, déjà, le rap a été mon premier rapport avec les lettres. Tu vois, j'ai voulu bien écrire des bonnes punchlines, bien formuler une phrase. Ça, c'est le rap qui te l'apprend. Bon, après, évidemment, à l'école, on me l'apprenait, mais je foutais pas grand-chose à l'école, en fait. C'est ma passion, c'était vraiment le rap, donc je mettais toute mon énergie dedans. Et puis ensuite, donc du coup, ça m'a un peu imposé une ligne de conduite. Et puis j'ai rencontré, grâce au rap, Ali des Lunatiques, qui m'a vraiment, je crois que c'est lui vraiment qui a insisté pour que je reste scolarisé. Et puis donc je l'ai écouté, et puis il m'a même filé mon premier bouquin entre les mains. Donc finalement, ouais, c'est par le rap que j'ai compris certaines choses, dont l'idée de rester à l'école. C'était quoi le livre qui t'a filé? C'était Cheikh Anta Diop, ouais, Nation nègre et civilisation, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était assez dur à lire au départ. Je crois que j'ai 17 ans quand je lis ça. C'était un peu compliqué. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je lisais une histoire qui était certainement la mienne. Tu le dis dans le bouquin, chez Time Bomb, justement, vous voyez autant pour rapper que pour discuter d'histoire, de politique. Ouais. Et c'était vraiment le premier berceau culturel que vous aviez entre vous, quoi. Ouais, exactement. Bah, quand tu te lances dans un milieu, dans une culture, et que tu sais que tu vas prendre la parole, mieux vaut savoir de quoi tu vas parler. Donc, avant d'écrire des textes, forcément, on en discute. Tu vois, c'est quelle idée t'as, toi, quel type de chanson tu veux faire. Ah ouais, d'accord, tu veux parler de ça, mais attends, moi, je crois que j'avais vu un truc là-dessus, tu devrais te pencher sur lui. C'est des grosses conversations avant, hein. Des grosses conversations avant. Mais comme dans plein de domaines, je pense. Avant de sortir n'importe quel produit, d'abord, vous en discutez, il y a des brainstorming. C'était exactement la même chose. On va parler d'un rappeur beaucoup plus récent. T'as voulu voir un clip de YO, t'as le droit. Ouais, On regarde ça tout de suite. ok.
Même si je suis un peu en galère, comme quand Jamel Debbouze veut faire ses lacets. Ton producteur est doux avec moi, depuis qu'il a vu qu'Y-Call est doué. Le paradis c'est cher, faut acheter sa Bible, faut aussi que Dieu soit loué. Certes que le contrat t'es mal payé, y'a que des contraintes t'es mal payé. Ce matin j'ai lu mon horoscope, j'ai vu que ma voiture était bélier. J'ai connu des fortunes diverses, puis je cassais la tenue d'hiver. Les coups de matraque et les terrains c'est comme le foot et les... Pourquoi ce clip? Comment dire? Je crois qu'Y fait partie des artistes qui a besoin de la musique pour être sauvé. Il y a des artistes qui ont des situations tellement difficiles. Bon, alors aujourd'hui, je sais que ça va beaucoup mieux pour lui et que les choses roulent, mais il a connu beaucoup de fois la prison et surtout, il a 2 filles dont il a dû s'occuper seul parce que la mère est partie. Enfin, il y a des gens qui ont des situations assez compliquées. Il en parle dans ses chansons. Moi, je conseille tout le monde d'aller l'écouter. Et c'est ce que je veux dire, c'est que souvent, on peut diaboliser le rap en disant mais vas-y, c'est de la musique de voyous, c'est toujours du wesh-wesh. Mais il a un rôle un peu plus important en réalité dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations et qui essaient de s'en extraire. Et le rap fait partie aussi des moyens qu'ils ont. Et lui, alors après, je veux pas du tout faire l'apologie de la drogue et tout. La drogue, c'est de la merde, c'est mal. Et en vendre, c'est complètement... Enfin, tu vois, ça devrait même pas exister. Mais si y en a qui le font, c'est peut-être parce que justement, il y a des choses qui vont pas, quoi. Et je crois qu'Y, il fait partie des artistes qui viennent nous expliquer pourquoi on en arrive là. Moi, j'aime beaucoup le rap social, le rap qui vient t'expliquer quelque chose. Et lui, je trouve qu'il a une histoire assez incroyable. Il a une histoire vraiment incroyable. Aux États-Unis, ça pourrait être une espèce d'histoire similaire à celle de 50, où tu vois, il essaie de se démerder par ses propres moyens parce que voilà, il a rien d'autre, quoi. Je le connaissais pas du tout. Toi, tu l'as découvert comment et il vient d'où? J'ai découvert par hasard dans un showcase, dans une boutique. Et il s'est mis à rapper un freestyle. Il a improvisé quelque chose. Je lui ai dit, mais mec, t'es incroyable. Et depuis, on est en contact. Donc quand tu dis freestyle, c'est freestyle au sens premier du terme, improvisation. Ouais, il a improvisé un texte. Ouais. Non, il a du talent, Après, c'est une industrie compliquée, hein, le rap. Il y a tellement de rappeurs maintenant que pour sortir du lot, tu vois, faut vraiment envoyer, quoi. C'est pour ça, donc, du coup, que j'ai voulu qu'on le mette aujourd'hui, parce que c'est un petit clin d'œil aussi que je fais. Pour, si c'est possible de le mettre un peu en lumière, c'est cool, quoi. On va regarder un autre clip que tu as choisi de voir. Ouais. Le rappeur avec lequel tu as des liens un peu lointains ou pas, tu vas nous le dire. Qui ça? Qui a longtemps travaillé dans l'ombre avant d'exploser ces dernières années. On va regarder Habitué de Dossé. Ah ouais, extraordinaire. Il y a des siècles, mes ancêtres bossaient dans les champs. Et aujourd'hui, je claque des grosses sommes sur les champs. Euros sur le compte me donne l'illusion que ça j'ai champ. La vérité, c'est que l'argent revient aux mêmes gens. Dis-moi ce que je vais laisser à part tous les actes que j'aurais posés. Je veux qu'ils se rappellent de moi comme de celui qui aura tout osé. Bébé, si je pars, sèche vite tes larmes et l'air d'être heureuse. Dossé, demi-frère de Pete Bacardi, ouais. Qui est un des membres de Time Bomb. C'est ça. C'est ça. Y a pas de questions? Non. Ok. Ouais. C'est juste la minute généalogique. Ouais, que les gens le sachent. Mais je pense que ça se sert, les gens le savent. Mais c'était pour faire le lien avec Time Bomb. J'aime vraiment cette chanson. Ce qu'il dit, je trouve qu'il a mis le doigt sur un sentiment qui ne devrait pas exister. Le fait d'être habitué à tout ce qu'il décrit, en réalité, c'est scandaleux. Alors la chanson est fantastique, hein, et moi, j'ai été tellement transpercé par ses lyrics et par le refrain et par ce qu'il dit, par le thème. Mais être habitué, tu vois, dans le moment, il dit « Tout ce que je fais, c'est pour sortir ma famille du four ». Il y a des siècles, nos ancêtres bossaient dans les champs. Aujourd'hui, tu vois, il te décrit une espèce de souffrance qui existe depuis tellement longtemps et il te dit « Je suis habitué ». Frère, c'est incroyable. Enfin, tu vois, le rap, c'est ça pour moi. C'est venir dire des choses qui sont tellement profondes qu'elles sont difficiles à entendre et qu'elles provoquent des sentiments. Et c'est aussi pour le communiquer, pour que les gens soient au courant, quoi. Une des choses qui le touche beaucoup dans ce morceau et qui touche les gens, qui m'a frappé, c'est il parle de la perte de son père. Ouais. Toi, tu as eu une relation très très compliquée avec ton père, ouais. Puisque au premier jour de ta naissance, ouais. Il aurait essayé de te tuer. C'est ça.
quelques jours après ma naissance, parce qu'il faut que je sorte de la maternité. Mais Ouais. ouais, dès ma naissance, ouais. Ouais, c'est violent. Après, c'est des histoires de la misère sociale, quoi, tu vois. Moi, je raconte la mienne, mais il y a tellement de personnes qui ont des histoires aussi dingues. Et je crois que c'est important que ça se sache. C'est important que ça se sache parce que tout le monde ne le sait pas. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que il y a certaines personnes qui sont tellement loin de l'environnement des quartiers qui m'ont dit « mais tout ce que tu racontes, c'est vrai ». J'ai trouvé la question dingue. C'est-à-dire que dans leur esprit, tu vois, dans leur monde, dans leur zone de confort, tellement ça leur paraît improbable, c'est forcément faux. C'est incroyable. Il faut quand même discuter de tout ça. Faut. Ouais, c'est d'ailleurs, je crois que c'est la 4e de couve de ton bouquin, tu dis on peut vivre dans la même ville et avoir des histoires tellement éloignées Ouais. que c'est comme si on était sur 2 planètes différentes. Exactement. Et on est dans la même ville. Dans la même ville. Moi, après, moi, je suis sorti du quartier, et donc j'ai fréquenté d'autres quartiers, un peu plus aisés. Et ouais, c'est assez surprenant de comparer les vies. C'est surprenant. Je vais me faire un autre kiff personnel. Ouais. On aura des Funkorama de Redman. Classique. I'm getting down with the funk in your chunks. There's squads in the house, but for all you punks. Ce morceau, il a une place particulière dans le livre Ouais, et dans c'est ta vrai. vie. Ouais. Est-ce que tu peux raconter pourquoi ce morceau est très spécial? Il est spécial, enfin, il a une place dans mon histoire parce que c'est le titre que il me fait écouter. Il, fondateur des X-Men. Le fondateur, voilà, qui est membre du groupe des X-Men. C'est le morceau qui me fait écouter pour m'expliquer les techniques dans le rap. Et avant cette leçon de rap, j'entendais pas le rap comme ça. Et donc, il est gravé à jamais maintenant, ce titre. Tu vois, il me fait écouter les bacs qu'il y a derrière. Il me fait écouter le beat, le sample, la gestuelle. Je vois la gestuelle de Redman à ce moment-là. Non, c'est vraiment un concentré d'énormément de qualité qu'il faut avoir quand on est rappeur. Alors, je vais demander quelque chose en régie. Est-ce qu'on peut mettre un couplet de Redman de ce Allez, là. morceau-là? Parce que tu racontes que lorsque il vous fait écouter ce morceau, Ouais, toi, tu faisais partie d'un groupe, un collectif à l'époque qui s'appelle ATK. c'est ça. On leur passe une grosse dédicace, en particulier à Sian, Test, toute Une l'équipe. dédicace à ATK, ouais. Et on a une grosse pensée pour Fredika. Une grosse pensée Qui est pour Fredika, représenté. évidemment. Et tu dis qu'il vous joue ce morceau, et il a des gestes des mains pour indiquer où sont les rimes, où sont les placements. Ouais. Et j'ai vu une fois Marc de Bomb Attack faire une gestuelle qui me rappelait ça. Ah ouais? Donc on va mettre un bout de couplet. Ok. Si tu peux nous montrer ce que faisait par exemple Il sur le morceau. Ah, si tu veux. Allez. I blew the frame once, twice, I'm dumb nice. I bring my worst lyrics to a touch. Frère, là, il y a tellement de choses qui se passent. Non, là, je viens te checker pour ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce couplet. Merci pour ça. Attends, Merci pour les ça. gens, il faut qu'ils écoutent. Les gens, il faut qu'ils écoutent bien ce qui se passe dans le rap. Il y a des artistes, c'est incroyable ce qu'ils font. Et tu sais, moi, ce qui me frustre aussi, c'est que ceux qui n'aiment pas forcément le rap, ils vont dire « Ouais, mais votre musique là ». Eh, mes frères, tu sais, il y a quand même un niveau qu'il faut avoir de placement, de rime. Il faut écouter la musique, et en même temps, tu dois dire quelque chose. Tout ça, ça arrive. Enfin, c'est une prouesse extraordinaire. C'est une prouesse extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Et puis bon, je pense que ça a un nom, en fait, toutes ces rimes, tu sais, dans le langage poétique. Mais ce qui est fou, c'est que les artistes rap ne connaissent même pas, en fait, les techniques qu'ils utilisent. Ils l'ont compris instinctivement. Ouais, ils peuvent pas te dire précisément, là, je suis dans un alexandrin ou je ne sais quoi. Juste, ils font, c'est du feeling, c'est extraordinaire. Pour moi, ce que tu viens de montrer là, Ouais. c'est ce qui a fait que Time Bomb a changé la face du rap en France. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un rap qui était presque comme de la poésie scandée pour schématiser. Ouais. Mais en fait,
avec il et votre époque, toute l'équipe Time Bomb, vous avez amené la technicité, c'est-à-dire des placements de rimes croisés, très techniques, qui venaient du rap américain. C'était l'objectif. C'était l'objectif. On voulait être le plus technique possible. Mais c'était comme un jeu. Tu vois, on a une langue et on se dit de quelle manière on peut la triturer, la mode, tu vois, et c'est de trouver des combinaisons pour que les mots sonnent, les mots qu'on utilise tous les jours, comment on peut les faire sonner différemment. C'était vraiment presque un jeu. Quand quelqu'un trouvait un mot qui sonnait bien et qu'il le faisait rimer avec un autre mot qu'on a l'habitude d'utiliser, on était super contents et un peu jaloux. On disait, ah bâtard, il a quand même trouvé une superbe combinaison là. C'était vraiment comme, enfin, faut pas oublier, on a entre 15 et 20 ans, on est juste en train de s'éclater. Et c'était vraiment, ouais, que je pense a fait la différence. Je sais pas si tout le monde, enfin, je pense pas, donc tout le monde avait ce souci en fait, tu vois, avec les mots. Je crois qu'ils l'ont eu après. Alors après, ouais, il y a eu des belles écoles, hein. Enfin, faut pas non plus tout reposer sur Time Bomb. Hein. Je veux dire, avant Time Bomb, on a la Clica aussi, tu vois, qui a fait un album extraordinaire en EP. Mais voilà, c'était vraiment, je crois qu'à ce moment-là, la nouvelle génération avait ce souci-là. Et en parallèle, tu évoques aussi la Funky Family à Marseille, qui arrive aussi avec un style de gens qui ont beaucoup écouté les Américains et qui ont compris des choses instinctivement. Ouais, instinctivement, je pense que ils sont rentrés pareil, pour les mêmes raisons que nous, en phase avec ce qui se passait outre-Atlantique. Mais c'était beaucoup de travail pour eux. Hein. Le rap, c'est énormément de travail. Tu vois, ils décortiquaient la musique comme nous. Finalement, ils vivaient la même chose que nous, mais dans le Sud. C'est pour ça que quand on s'est rencontrés, ça a été... c'était génial, on s'entendait super bien avec la FF. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le bouquin, il y a Pone. Il y a Pone qui vient raconter comment... cette entente-là, entre le Nord et le Sud. On l'embrasse lui et sa famille. On l'embrasse lui et sa famille. En plus, il a écrit un très long texte. On sait à quel point c'est dur pour lui d'écrire, mais il a écrit 2 pages et demie. Avec les yeux, Il écrit avec les yeux. Non, mais c'était des très belles années. Dans les autres clips que tu as voulu voir, il n'y a Rien à faire de Alonso. On ne pourra pas le diffuser, mais je vais inviter les gens à aller le voir. Est-ce que c'est un morceau qui est produit par Spike Miller ou pas? C'est produit... j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais pas sûr, Spike Miller, c'est sûr qu'il a participé à l'instru, mais je sais pas s'il est seul ou s'il avait quelqu'un d'autre. C'était à l'époque où on avait Haussmann et Miller. Je pose la question parce que Spike Miller, c'est un beatmaker français d'origine comorienne, comme toi, qui a eu beaucoup de succès et qui est devenu le beatmaker attitré d'Alonso. Ouais. Et ensemble, vous avez créé une maison d'édition, Haussmann et Miller, qui a été une des premières maisons d'édition spécialisées en beatmaker. C'est-à-dire que tu avais signé une écurie de producteurs de son. Exactement. Et vous les placiez sur des albums de rap. Ouais, c'était le pied. Ça se faisait pas. Maintenant, je crois que ça se fait. Il doit y avoir quelques maisons maintenant qui le font. Mais avant, ça se faisait pas. Ouais, on avait des ambitions assez puissantes. On se disait qu'il fallait vraiment mettre un coup de pied dans le business du beatmaking. Et on a beaucoup réfléchi pour finalement trouver cette formule. Créer une maison d'édition qui signe uniquement des beatmakers. Autre clip. Alors, je vais faire la liste des clips qu'on n'aura pas le temps de voir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps dans l'interview déjà. C'est vrai, on a déjà fait 1 heure, là? Presque. Wow. On est à l'aise chez Click and Chill. T'as vu? On prend trop l'aise, après on est en retard. Après. Je pourrais rester là encore 3 heures, je crois. Lost in the World de Kanye West, réalisé par Ruth Ogben, qui est une réalisatrice de films de mode, très arty. Ouais. Une surprise, Luciano Pavarotti, Nessun Dorma. Gros classique. Ouais. Pourquoi on ne peut pas les écouter, c'est vrai. Ouais. Pourquoi déjà Kanye West, Lost in the World, parce que je trouve, après c'est ce que je pense, je crois, j'ai peut-être pas forcément raison, mais que c'est avec cet album qui s'appelle Dark Fantasy, je ne sais quoi là. Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ouais, Beautiful Dark, voilà, j'ai toujours du mal à le dire, ce nom d'album. J'ai l'impression que c'est avec cet album qu'a commencé un peu sa folie, tu vois. Ouais. Déjà rien que le titre, tu vois. Et en même temps, il arrive après une succession d'albums et on peut presque dire que c'est à ce moment-là qu'il maîtrise le mieux l'art de Kanye West, tu vois. Et je trouve que le croisement entre son cerveau qui part d'un côté parce que je sais pas ce qui lui arrive vraiment et son art qui se retrouve un peu à des sommets donne des titres extraordinaires comme Lost in the World. À la fin, t'as un final
Ah frérot, il est extraordinaire son final. Je sais même pas s'il y avait des morceaux comme ça qui se terminaient comme ça avant lui. Peut-être Timbaland, tu vois, qui aimait bien laisser l'instru parler. Oui. Mais Kanye West, ouais, il a jamais manqué d'inspiration. Et moi, je me suis pris vraiment une tarte avec ce titre-là et cet album. Parce que, pour les deux raisons que je t'ai citées. Et parce que d'un côté, il était et de l'autre, parce que son art, il était à son maximum. Et j'invite tout le monde à l'écouter. Bah, c'est ce qu'il dit, en fait. Je crois que c'est exactement ce qu'il dit. C'est qu'avec cet album-là, il a dit « Je suis arrivé au top de mon art, je vais montrer ce que c'était de faire un bel album bien produit, carré. Je savais même pas. À partir de maintenant, je vais faire de l'expérimentation. » C'est pour ça qu'après, il fait Jesus et d'autres projets plus expérimentaux. Je le savais même pas, tu vois. Il a dit « Je suis arrivé, je vous ai montré qu'on pouvait faire un truc. » Je l'avais senti. Labyrinth, Jealous, une chanson sur les ex, que les gens pensent que c'est sur les ex, mais en fait, c'est sur un de ses parents qui les a abandonnés quand il a 4 ans. Tu me l'apprends. Je l'ai appris aussi. Parce que j'étais persuadé que c'est une chanson d'amour sur les ex. Ouais. Et je me suis demandé pour toi, justement, avec... Mais ça change pas grand-chose, en fait, à ce que je vais dire. Je trouve que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de chansons de ce type, donc un peu d'amour, qui me touchent. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, maintenant que tu me dis que ça parle de parents, peut-être que c'est peut-être aussi pour ça que ça me touche, étant donné l'histoire que j'ai avec mon père. Mais je trouve que le sentiment de jalousie est peut-être le plus sûr pour te dire si tu as des sentiments ou pas. Une fois que tu es jaloux, il n'y a plus de doute, frère. C'est que tu as des sentiments pour la personne, tu vois. Et c'est en ça que je trouve que déjà c'est fort d'avoir d'avoir fait un titre sur la jalousie. Et aussi, quand tu regardes le clip, tu vois qu'il ne joue pas un rôle, à l'inverse de plein de gens qui veulent faire les mecs R&B, tu sais, genre je veux absolument te séduire et tout. Ouais, lui, il est juste assis, on le filme en fait. Juste regardez-moi, vous allez sentir l'intensité. Et la musique, pour moi, c'est ça, c'est la sincérité. Alors, on va regarder un clip que tu as voulu voir et qu'on a le temps de passer. C'est Solitaire de Jeezy. Ouais. Excellent. Je suis déjà en reste, je sais plus quand elle a commencé. Capable de donner des idées à finir chez le commissaire. Je sais pas si tu vois comment c'est. Je suis né en 7, j'ai grandi en 7, dans 77. La fumée me rapproche du ciel. Je n'attends pas que vous m'applaudissiez. Il me reste peu de temps pour les faire. Rajoute du juice dans le revêt. La vie m'a mis des revers. Quand j'étais un peu rêveur. T'es comme une belle plante qu'on ne laisse pas fleurir. Tu cherches de l'amour dans les yeux des gens qui s'en foutent de ta vie. Mais jamais, Jeezy, c'est un artiste, il est trop fort. Il est trop fort parce que je trouve qu'il résume vraiment ce que doit être un rappeur. Lui. Qu'est-ce Il que doit c'est un être rappeur ? lui. Un rappeur, c'est quelqu'un qui vient avec son histoire et qui vient avec sa personne. Et je trouve qu'il dit que tout le monde peut faire du rap, finalement. Pour moi, c'est la définition du rap, ce type-là. Bon, évidemment, il sait rapper, il a du flow, mais je trouve qu'il est tellement sincère. Il est tellement sincère quand il rappe. Tout ce qu'il te dit, c'est vrai. Et pour moi, ça doit être ça, le hip-hop, le rap. Tout ce qui est superflu, rajouter un petit peu de la sauce dans ta vie pour donner l'impression que tu es plus que ce que tu es, peut tuer le hip-hop. Ça peut le tuer parce qu'on ne sait plus vraiment si on doit croire, si on ne doit pas croire, etc. Ça enlève de sa pureté. Et je crois qu'un véritable artiste qui mérite d'être écouté, c'est quelqu'un qui vient avec ses sentiments, qui vient avec ce qu'il aime, qui vient avec ses tourments et qui les rappe magnifiquement bien. Parce qu'il va forcément trouver un écho des gens qui vont vivre la même chose. Des gens qui vont vivre la même chose et donc qui partagent quelque chose que plusieurs gens vivent, plusieurs personnes vivent. Et c'est ça, pour moi, la musique, c'est partager des sentiments pour que les gens se sentent moins seuls. Dans ton livre, tu as une phrase justement sur le fait d'être artiste. Ouais. Tu dis être artiste, c'est croire en l'intérêt que l'on suscite. C'est croire. En l'intérêt que l'on suscite. Ouais, c'est un peu de la folie, ouais, d'être artiste. Il y a un truc fou là-dedans. C'est-à-dire que tu te réveilles et tu te dis, moi, ce que je vais dire, ça va intéresser tout le monde. C'est dingue, quand même. Non, c'est vrai. Je trouve ça ouf. Mais c'est ça c'est ce qui est beau dans la nature humaine. Il faut de tout, quoi. Tu vois. Il faut des gens qui ont cette prétention-là et qui vont venir dire des choses que d'autres ont un peu plus de mal à le dire et à qui ça va faire du bien. C'est la beauté de l'être humain. Il y a une personne qui, aux dernières nouvelles, n'avait pas été intéressée ou n'avait pas osé lire ton livre. C'est ton frère, Kassim. Ouais. Dans le livre, il dit que tu lui as envoyé une des copies avant la sortie Ouais. et qu'il n'a pas osé le lire. Non. Bon, je pense qu'il est déjà au courant de la plupart des histoires. Ouais.
Il n'y a pas trop de spoilers pour lui. Il a déjà vu la série. Ouais. Est-ce qu'il a lu depuis ou pas? Il l'a lu depuis, ouais. Je crois qu'il l'a lu 2 fois même. Je crois qu'il l'a lu 2 fois. Mais c'était difficile. Tu sais, je viens parler de notre famille. Tu sais, on rentre chez moi, on rentre chez nous quand on lit ce bouquin-là. Et moi, j'ai eu le temps de me préparer à ce qui se passe là maintenant. Mais même si j'en ai parlé à ma famille avant, je crois qu'ils ont moins réalisé que moi. Et donc c'était assez difficile. Assez difficile d'entendre des personnes parler de notre histoire ou s'imaginer en fait que notre histoire était accessible juste en librairie. Tu vois, c'est pas simple. Et puis surtout, moi je me suis préparé à l'idée que... je me suis un peu blindé face à nos histoires difficiles. Et c'est pas ce que tous les membres de ma famille ont fait. Voilà, c'est un travail que j'ai voulu faire. Écrire un livre, quelque part, il y a un côté thérapie dedans, thérapeutique. Il y a un côté thérapeutique dans l'idée d'écrire un livre. Mais mes frères, sœurs, eux, ont besoin probablement de faire leur cheminement aussi. On va sûrement couper cette partie-là. Parce que c'est un peu difficile pour moi d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun arrive à le gérer à sa manière. Moi, c'est ma manière de le gérer. Et ma manière de le gérer a un peu empiété sur la leur. Je comprends. Le sweatshirt que tu portes, c'est un sweatshirt avec un logo de Baron, qui est le label de ton frère. C'est ça. Dans le livre, il dit que s'il y avait un hymne dans votre famille, ce serait Keep Your Head Up de Tupac, qui est un hymne au fait de garder sa fierté, se garder la foi. Ouais. Kamal, je propose qu'on se quitte avec ça. Ok. Ok. Keep Your Head Up. Keep Your Head Up de Tupac. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Time Bomb dans Merci à librairie. toi. Vraiment. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies and make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies.